Plonger mes yeux dans les siens fut comme scruter un océan. Ses sourcils se haussèrent avant que j'eusse le temps de lui répondre, et ses lèvres dessinèrent un sourire entendu. Je crois que je comprends. Mon mari vous a montré le pouvoir de la neige. Oui, et j'ai vu quelque chose d'affreux. Quelque chose de votre avenir? Le troisième poêlon doré. J'y ai versé de la neige. C'était sûrement une erreur et ma voix me trahit et je laissai ma phrase en suspens, car il me sembla que la pièce s'était mise à tournoyer. Au bout de quelques instants, je me repris. La dernière scène du temps présent m'avait montré un accident et dans ma hâte à continuer de voir, je crois que je me suis trompé de poêlon. Ça ne fait rien. Je suis seulement navré que vous ayez dû affronter ces images toutes seules. J'ai besoin de savoir, bégayai-je. Ce que j'ai vu est ce qui pourrait arriver ou ce qui va arriver. Je voudrais savoir si ce que j'ai vu est inévitable ou si l'avenir peut être changé. Et aussi, dans le second cas, comment vous pourriez le changer, n'est-ce pas? Oui, exactement. Elle cligna des yeux comme le Yoda de Star Wars. Puis les ferma et leva son index pour dessiner en l'air quelque chose que je ne reconnus pas. Un seul flocon change la composition de l'eau. Un seul choix, celle de la vie. Ce qui nous fait l'effet de n'être qu'un accident a le pouvoir de tout changer aussi. Comme cette boule à neige que vous avez cassée le jour de votre anniversaire de mariage dans ce chalet. Mais comment pouvez-vous savoir ça? Je n'en avais jamais parlé, même à mes amis les plus proches. Nous avions acheté une réplique du bibelot et n'avions jamais révélé la vérité au propriétaire. Elle garda les yeux fermés et laissa sa main retomber sur la couette, sous laquelle ses jambes remuèrent un peu. À ses pieds, Regret s'étira et tira sa petite langue rose, ses pattes tremblantes, tandis qu'avec effort, il s'étirait de quelques centimètres. Puis il se recroquevilla à nouveau sur lui-même. Quand je regardais, avant de la quitter, le visage de la vieille dame, elle souriait, montrant des dents jaunies par l'âge. Et ce fut ce sourire que, enfin, je reconnus. Les dents jaunes, l'incisif ébréché, les yeux bruns, ternis, fatigués. Ce visage était un miroir qui me projetait dans le temps. Celle que je voyais, c'était moi. Je fis un pas en arrière, je haletai et les questions se bousculaient dans ma tête. Ça ne peut pas, vous ne pouvez pas être. Si, c'est qui je suis. Mais alors, c'est Jacob? Oui. Comment se fait-il que je ne l'ai pas reconnu? Comment ai-je pu être si aveugle? Vous vous rappelez ce qui est arrivé aux deux hommes sur la route d'Emmaüs? Une allusion biblique, c'était tout ce que j'en savais. Quelque chose qui s'était passé peu après la résurrection, une histoire d'apparition de Jésus à deux voyageurs. Mais mon souvenir était on ne peut plus imprécis. En marchant, ils n'ont pas reconnu celui qu'ils avaient aimé, poursuivit-il. Leurs yeux étaient fermés à cause de leur douleur. Ensuite, ils se sont assis tous les trois à côté d'un feu et il a continué de leur parler. Il leur a ouvert les yeux avec ses paroles et leur cœur a brûlé en eux. Maintenant, dites-moi, les scènes que la neige vous a montrées en fondant, vous ont-elles donné envie de vous accorder une seconde chance? Oui, balbutiai-je d'une voix étranglée. Elle plongea son regard dans mon âme et me tendit ses deux mains. Alors, voici la vérité. Ce que vous voyez en ce moment est aussi possible que ce que la neige vous a fait voir. Ni l'un ni l'autre ne sont encore des réalités. C'est à vous de choisir. Je m'assis sur le lit avec la sensation que l'air s'échappait de la chambre. Il y a tellement de rancœur, objectai-je. Il s'est creusé une telle distance, un tel gouffre entre lui et moi.
Ce n'est pas comme si nous pouvions tout effacer et repartir de zéro. Vous croyez que je ne le sais pas? Je sais parfaitement par quoi vous êtes passé. Je fixais le feu, me demandant pourquoi il ne s'éteignait pas. Il faut bien remettre du bois si l'on veut qu'un feu continue de brûler. Il faut retrouver de l'espoir pour régénérer un mariage. Vous n'êtes donc pas réel. Vous êtes comme la femme que j'ai vue se faire rudoyer par Éric. Bien que son corps fût dévasté par la vieillesse, la douceur soudaine de son visage et de ses paroles m'éblouit. Vous avez reçu un don que peu sont disposés à recevoir. Vous avez vu deux avenirs différents, deux chemins différents que vous pouvez emprunter. Ce qui peut m'attendre, ainsi, rien n'est déterminé. On peut changer le futur. Oui, mais ce qui peut advenir n'adviendra jamais, à moins que vous fassiez le choix de vous rapprocher de votre mari. Vous n'en connaîtrez jamais rien si vous abandonnez cette voie. Vous ne ferez pas l'expérience de la joie et de la tendresse d'un amour pour toute la vie, à moins de vous battre pour lui. Vous l'avez compris maintenant, je suppose. La seule question est celle-ci. Êtes-vous disposé à vous battre? Préférez-vous laisser tomber au bénéfice d'autre chose? Et les enfants, demandai-je, qu'en sera-t-il de leur vie dans votre version du futur? Les enfants doivent livrer leur propre combat, quoi qu'il arrive. Ce qui compte, ce sont aussi leurs choix. Je peux vous assurer qu'eux aussi seront affectés par ce que vous déciderez ce soir. Quelque chose de chaud et de bon, mais aussi d'effrayant sembla se répandre en moi, mélange de chocolat chaud et d'une sorte d'irradiation. Je sentis la peur m'envahir, en même temps que mes pensées se brouillaient. J'ai déjà fait tant d'efforts en vain. J'ai tellement travaillé en pure perte pour que notre mariage tienne bon. L'important, ce n'est pas de faire encore plus d'efforts. Au fond, ce n'est même pas que vous fassiez ce qu'il faut, ni qu'il réagisse comme il le doit. C'est ne plus vous agripper à votre vision bornée, ne plus vous limiter à arracher quelques herbes sur le seul terrain de votre imagination. C'est laisser Dieu faire quelque chose que vous-même vous ne pouvez pas faire. Il ne s'est jamais agi d'autre chose pour qui que ce soit. Pour les deux compagnons sur la route, il y a 2000 ans, et pour les hommes et les femmes sur leur route au moment présent. Alors, si j'ai une chance de redresser la barre, la dame secoua la tête. La question, ce n'est pas de redresser la barre. La question est de faire le bon choix, de mettre un pied devant l'autre sur le bon chemin qui vous conduira quelque part où vous serez fier de votre parcours, quelle que soit la réponse que vous aurez obtenue. Je ne comprends plus rien, maugréai-je, désemparé. Ce que vous me promettez, c'est un homme qui m'achètera un chien et m'apportera une soupe, qui s'évertuera à aider les couples à sauver leur mariage à la dérive. Comment pouvez-vous être sûr que c'est ce qui m'arrivera? Vous êtes à une bifurcation entre deux choix pour l'avenir. Sur chacun des chemins, il y a une infinité de possibilités. Vous pouvez vous engager tout de suite dans une voie ou dans l'autre, mais vous ne saurez jamais ce qui aurait pu advenir de votre mariage, ce qu'il aurait pu apporter de vital aux autres, si vous ne décidez pas à faire un certain pas. Soudain, Regret s'assit, dressant de nouveau les oreilles, tout en regardant par la fenêtre. À travers le rideau de neige, j'aperçus vaguement deux phares jaunes, qui au loin trouaient à grand-peine l'obscurité. Qui lui a choisi ce drôle de nom, demandai-je avec un mouvement du menton vers le petit chien. C'est Jacob, à cause du regret qu'il avait d'avoir bien voulu que nous adoptions cette petite bête. Ensuite, il l'a adoré, ce qui montre qu'un regret peut aussi être quelque chose de très beau, pour peu qu'on ait fait le bon choix. Je tapotai la tête du chien, puis posai ma main sur le bras de la vieille dame.
Je suis loin de comprendre tout ce que vous me dites, mais je vous remercie. Elle me sourit. Maintenant, dépêchez-vous d'aller les rejoindre. Votre choix, vous l'avez déjà fait. C'est ce que je vois dans vos yeux. Sur le seuil de la chambre, je me retournai pour jeter un dernier regard aussi mignon, petit regret, allongé sur le couvre-lit et à la main de sa maîtresse posée doucement sur sa tête. Ce fut l'image que je gardai en descendant deux par deux les marches de l'escalier dans le noir presque absolu, car le feu dans la cheminée du salon était désormais quasi éteint. Mes baskets avaient séché, je me hâtais de m'envelopper dans ma canadienne trop mince. Je passai la porte du garage et après avoir trouvé les clés, montai au volant du 4x4. D'abord, le lourd véhicule avança dans l'épaisse couche de neige à l'allure d'une énorme tortue avant de gagner un peu de vitesse, si bien que je parvins à descendre l'allée cimentée jusqu'au portail ouvert et à la route. Grâce aux 4 roues motrices, je réussis à accélérer suffisamment pour rouler dans la neige, mais pas trop pour ne pas perdre le contrôle de ma trajectoire sur l'asphalte verglacé. La petite route était déserte et les traces des pneus qui m'avaient précédé presque complètement effacées par la tempête de blancheur. Dans le rétroviseur, je distinguais une pâle clarté à la fenêtre du premier étage, puis au bout de quelques instants, la maison disparut derrière les arbres et l'écran de la neige qui tombait sans discontinuer. Il me fallut plusieurs minutes pour parvenir à la route principale, celle où nous avions eu notre accident quelques heures plus tôt. Je pris le tournant un peu trop vite et l'arrière du 4x4 dérapa dangereusement. Mais je parvins à éviter un tête-à-queue, à me redresser d'un coup de volant et à me replacer au milieu de la chaussée pour amorcer la rude descente de la colline. Les mots de la dame, mes mots, continuaient de résonner dans ma tête, tandis que je conduisais, tel un écho qui ne veut pas se taire. Un seul flocon change la composition de l'eau. Un seul choix, celle de la vie. Vous ne ferez pas l'expérience de la joie et de la tendresse d'un amour pour toute la vie, à moins de vous battre pour lui. Des flocons ou des choix s'abattaient sur le pare-brise. J'allumai les feux de route sans pour autant y voir mieux. Ce fut même pire, car de minute en minute, la chute de neige se faisait plus forte, et c'était maintenant des vagues de flocons que le vent fouettait et chassait d'un bord à l'autre de la route. Je n'ai jamais entendu parler d'un tsunami de neige, mais si le phénomène existe, cette nuit-là, j'y étais englouti. Arrivé à un endroit où la pente se faisait plus raide, j'appuyai de toutes mes forces sur la pédale du frein et dérapai de nouveau vers la droite, non sans voir les sapins sur le bord de la route se rapprocher dangereusement. En toute hâte, je relevai le pied, quasi sûr que j'allais finir sur le bas-côté. Cette fois encore, je réussis à éviter le pire. Le 4x4 tenait bien la route et se redressa. J'étais si concentré sur la nécessité de garder une vitesse constante sans manquer un virage et quitter la chaussée que je ne vis les clignotants jaunes qu'au moment où j'arrivais sur eux. 2 possibilités. Donner encore un coup de volant ou freiner et espérer. D'instinct, je choisis la seconde solution. La route plongeait sur la droite et dès que j'eus pressé mon pied sur la pédale, la voiture fit une embardée dans le tournant vers les lumières jaunes. Les essuie-glaces balayaient le pare-brise à la vitesse maximale, l'avant du 4x4 s'enfonça dans la congère, mais il continua de rouler et mes phares me montrèrent la voiture retourner dans le champ. Là, du jaune clignotait encore. En une fraction de seconde, à travers le déluge de neige, je vis les visages de mes enfants, de mon père et de ma mère, de ma sœur et de mon beau-frère qui priaient, et celui de mon mari. Jacob regardait par la fenêtre de la voiture du côté du conducteur. À côté de lui, il y avait Jay, cette version plus âgée, plus sage et plus compatissante de lui. Ils se recroquevillèrent sur eux-mêmes, se préparant à l'impact, et leurs 2 visages n'en firent plus qu'un. « Non » criai-je, incapable d'infléchir ma direction
ou d'arrêter mon véhicule. Je levai les mains pour me couvrir les yeux et, du plus loin qu'il m'en souvint, adresser au ciel une prière qui me venait du cœur. Mon Dieu, viens à mon secours. Dis-moi quoi faire.